Ce qu'on peut dire, c'est que là, on intervient dans le cadre du colloque contre les armes mutilantes et nos interventions, respectivement, elles se complétaient. Donc lui, il intervenait sur le processus de militarisation et moi, j'étais plus sur le côté du discours et de l'évolution de la doctrine. Du coup, c'est deux aspects en fait, qui expliquent comment, depuis 20 ans, 30 ans, s'est mis en place en fait, cet arsenal policier qu'on a aujourd'hui. Et du coup, ce qu'on explique dans cette présentation-là, c'est qu'il y a un processus assez continu sur des années qui a commencé avec... Dans les années 80, on peut remonter dans le temps encore, mais dans les années 60 avec mai 68, dans les années 70 avec l'instauration des brigades anticriminalité, donc du concept de l'anticriminalité, mais aussi dans les années 80 avec l'arrivée entre guillemets du terrorisme, qui a amené des discours qui étaient plus sur la question du terrorisme et de l'assimilation des conflits d'ordre public et au terrorisme, enfin, tu vois, avec un glissement sémantique, et du coup c'est ça qu'on explique, et notamment avec Pasqua en 94, qui en fait a non seulement généralisé les brigades anticriminalité dans les quartiers populaires, qui ont été plus tard utilisées dans les manifestations, mais aussi il a instauré à ce moment-là les flashballs, donc les premières versions des flashballs qui ont évolué jusqu'aux lanceurs de balles de défense en 2007 et jusqu'à aujourd'hui, et même des lanceurs multi-coups depuis 2016-2018, et en fait, cette logique-là qui a commencé en 1994, elle n'a cessé en fait de s'empirer. Donc c'est ça, c'est ça l'objet de nos interventions aujourd'hui, avec un descriptif des différents armements qu'on fait dans nos publications respectives. Ouais. Alors, la militarisation, c'est l'hybridation progressive entre le maintien de l'ordre et l'opération de guerre. L'opération d'action de l'État sur le plan civil et sur le plan militaire. Donc là, on voit bien que depuis 30 ans, avec l'arrivée de cet arsenal, de ces nouvelles doctrines, le flashball, le LBD, le lanceur multicoups, aujourd'hui, les policiers sortent de plus en plus souvent leur arme à feu. On a bien vu ces dernières semaines qu'il y a eu plusieurs affaires de tirs à balles réelles pour des refus d'obtempérer, avec des conséquences dramatiques. Une passagère qui prend une balle dans la tête, un exilé à Nice qui est abattu, à Carcassonne aussi ces derniers jours. Il y a eu le soir de l'élection d'Emmanuel Macron un policier qui mitraille littéralement une voiture en plein cœur de Paris avec donc son fusil d'assaut et qui tue deux frères. Bon, ça aurait dû susciter un scandale. Et en fait, on voit que c'est l'aboutissement de ces 30 années de militarisation progressive parce que petit à petit, en distribuant ces flashballs puis ces LBD qui étaient présentés à la base comme des armes dites anti-bavure. C'est-à-dire qu'on a donné ces armes-là, officiellement, c'était dit dans les années 90, pour éviter que les policiers n'utilisent le tir à balles réelles. En fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Le flashball, le LBD, ont remplacé la matraque en réalité, c'est-à-dire ont frappé des corps, et n'ont pas fait diminuer le nombre de tirs à balles réelles. C'est-à-dire que ces nouvelles armes ont augmenté exponentiellement le niveau de violence de l'État. Aujourd'hui, on est à plusieurs dizaines de milliers de tirs de balles en caoutchouc par la police, par an, qui n'y avait évidemment pas plusieurs dizaines de tirs à balles réelles il y a 20 ou 30 ans en France. En revanche, le nombre de tirs à balles réelles a augmenté lui aussi en même temps, dans la même période. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une brutalisation et une militarisation du maintien de l'ordre parce qu'on a réhabitué les policiers, à partir des années 90, à appuyer sur la détente, à presser sur une détente en direction d'un être humain. Et ça, c'est un geste qui était totalement banni, totalement proscrit en France depuis les années 50-60. Et du coup, effectivement, d'un côté, on habitue les policiers à appuyer sur la détente, de l'autre, on conditionne les esprits dans la société à nier la dangerosité des armes, à légitimer aussi l'intervention des forces de l'ordre et plus précisément l'usage de la force. Et du coup, c'est vraiment un processus de conditionnement qui est quasi simultané. Et au milieu, il y a cette question juridique, c'est la question de la protection fonctionnelle qu'on accorde aux policiers qui va avec. C'est-à-dire que si le policier est amené à appuyer plus facilement sur la détente, donc à commettre plus de violence, il va falloir lui garantir aussi, et c'est tout l'objet de l'intervention des syndicats de police, il va falloir lui garantir quelque part qu'il est protégé quand il bave en gros, quoi.
Et donc, en fait, tout ça, ça se met en place en même temps. Et en même temps, le discours public des hommes politiques, des médias, des journalistes, etc., viennent légitimer en fait ce processus vers le pire quasiment simultanément. Donc, tu as un peu trois piliers de la mise en place de cette militarisation et de manière générale de l'élargissement des conditions d'ouverture du feu, en fait. C'est ça, si on devait résumer, en fait, cette militarisation, elle se joue sur plusieurs plans. On peut peut-être en dessiner trois là sous nos yeux. La militarisation du langage, puisqu'il faut bien comprendre que les mots préparent toujours les actes. Et donc les discours politiques libèrent les violences d'État. On le remarque d'ailleurs statistiquement après chaque élection, par exemple de Nicolas Sarkozy, il y a une explosion des violences d'État. Là, depuis la réélection de Macron sur fond de l'eupénisme généralisé, il y a une explosion des violences d'État. Donc il y a une militarisation du langage, et ça, on la voit partout. Quand les syndicats policiers parlent sur les écrans de belligérants, par exemple, pour parler de manifestants, il y a toute la rhétorique sur les ultras, sur les black blocs évidemment, mais s'accompagne avec cela des termes issus de l'armée, en fait, comme neutraliser. On neutralise un adversaire. Ah oui, mais du coup, l'adversaire, c'est la population. Donc il y a une vraie militarisation du langage, et ça, on la retrouve en permanence avec aussi les discours qu'on a maintenant depuis plusieurs années sur la guerre de civilisation, la guerre au terrorisme, la guerre à la pandémie, parce que nous sommes en guerre, ça s'est répété plusieurs fois par le gouvernement, et donc toutes les problématiques sociales, politiques, etc. sont gérées sous l'angle du discours martial, du discours guerrier, et ça, c'est important pour conditionner les esprits. Le deuxième point de la militarisation, tu veux... Non, c'est juste un point, mais il y a aussi effectivement cette fameuse phrase du préfet de police de Paris qui incarne un peu cette militarisation sauvage, qui parle de camp aussi, entre le camp de la police et le camp de la population. Ça exprime ça. En fait, nous, ça ne nous choque pas. Moi, je ne suis pas scandalisé par ces propos. Ça affirme et confirme, en fait, ce qu'on dénonce, en fait. Dans leur représentation, ils sont en guerre. Ça, c'est clair, net et précis. Et la guerre, ils la font à nous. Donc la deuxième dimension, c'était une militarisation même du régime politique en lui-même. C'est pas seulement le langage, c'est que là, on observe, par exemple, depuis la pandémie, que la France a été gouvernée de fait, pendant le confinement, pendant les couvre-feux, par un conseil de défense. C'est-à-dire que c'était même plus des élus, même si la classe politique est détestable, là c'était directement un conseil qui se réunissait sous le sceau du secret défense, qui n'avait aucun compte à rendre, composé de l'état-major de l'armée française, de l'état-major de la police, du renseignement et du ministre de la Santé. Et ces gens-là ont pris des décisions draconiennes de confinement, de couvre-feu, de passe sanitaire, qui touchaient à nos vies de tous les jours, sans contre-pouvoir. C'est quand même extrêmement inquiétant. Et tout ça dans un contexte où il y a des tribunes de militaires qui appellent au putsch. On l'a déjà oublié tout ça, mais des policiers qui manifestent autour de l'Assemblée nationale pour réclamer clairement un durcissement de régime. Enfin, voilà. Là, on a une hybridation, une militarisation du régime politique en lui-même. La gouvernance par 49-3 en permanence, etc. Ça, c'est une brutalisation politique qu'on retrouve aussi avec, par exemple, le service national universel, le SNU, pardon. Ce SNU qui est une grande opération d'embrigadement de la jeunesse derrière l'armée. Mais il n'y a pas que ça. Pendant l'état d'urgence sanitaire, on a donné des pouvoirs de police à des chasseurs, par exemple. Juste après le confinement, la loi de sécurité globale, on a beaucoup parlé de l'interdiction de filmer les policiers, mais il y avait tout un tas de mesures de délégation du pouvoir de police à des vigiles, à des civils, etc. Et donc en fait, cette militarisation, elle ruisselle en quelque sorte. Elle ruisselle jusqu'à des vigiles, des policiers municipaux qui de plus en plus souvent ont une arme à feu, etc. Donc militarisation du régime politique. Et enfin, militarisation là qu'on observe depuis la guerre en Ukraine. Il y a une remilitarisation à l'échelle géopolitique, et avec en France Emmanuel Macron qui dit clairement on rentre dans une économie de guerre, on va dépenser 50 milliards d'euros pour l'armée, et donc effectivement avec tout un discours martial à nouveau qui est extrêmement inquiétant, parce que là c'est la porte ouverte à encore plus de restrictions de liberté. Si on est en guerre, eh bien on est dans une situation d'exception totale, permanente, et tout est permis pour l'exécutif. Et moi, ce que j'ajouterais aussi, ce que je pense est important, c'est qu'aussi, ce qu'on constate nous en tant que militants de terrain, on peut dire, et qui travaillons sur ces sujets maintenant depuis plus de 10 ans, 10 ans, ou en tout cas autour de 10 ans,
ce qu'on constate, c'est qu'en face, en fait, de notre côté, dans le camp social, s'il y a un camp, il y a un camp social, il y a une faiblesse dans la contrepartie, en fait. Il y a une faiblesse dans le discours. Et on reste toujours dans les schémas des années 80 avec cette idée qu'il pourrait y avoir une police qui serait mieux formée, qui serait éduquée à la question des droits humains et de la misogynie, qui serait moins misogyne et qui serait aussi donc mieux formée mais aussi plus proche de la population, avec toute cette idée de la proximité, qu'en fait la proximité pourrait en fait résoudre ces questions-là. Et donc on est dans les discours de gauche, de la gauche institutionnelle, dans un espèce de truc entendu, comme quoi on pourrait moraliser la police, qu'il y aurait une police à visage humain, etc., qui nie en fait la dimension systémique que nous on analyse et qu'on peut étayer par des arguments à la fois politiques, mais aussi des arguments techniques. Il y a tous ces arguments autour des armes, la question des armes, si on a voulu l'aborder, si on a voulu se techniciser sur ces questions-là, c'est parce qu'en fait, la balistique en fait, et toutes les questions autour du fonctionnement d'une arme donnent des réponses. Par exemple, on ne peut pas dire, juste un exemple comme ça, on ne peut pas dire une arme est imprécise, on ne peut pas dire qu'une arme est imprécise si elle est ultra précise, et on ne peut pas dire l'inverse non plus. C'est-à-dire que le LBD, par exemple, souvent, quand quelqu'un est blessé au visage, les policiers vont mettre en avant l'imprécision de l'arme, l'avocat va mettre en avant le fait que le policier était mal formé, qu'il était mal dirigé, donc va remettre la faute sur la hiérarchie va laisser la faute sur le fonctionnaire, et sur cette précision de l'arme, en fait, il y a un mensonge d'expert, en fait, parce que la précision de l'arme, c'est une arme ultra précise. Quand tu tires sur la tête de quelqu'un, c'est parce que tu as visé la tête de quelqu'un. Et il y a une marge d'erreur d'éventuellement 12 cm, contrairement aux 24-30 cm qui sont avancés par les juridictions, en fait. Et c'est là où c'est faux, parce que 12 cm, si tu as une erreur de 12 cm, tu visais quand même le visage. 30 cm, tu peux dire que tu visais le torse et ça a touché par erreur le visage parce que la personne a bougé. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font qu'en fait, si on n'est pas, nous, assez radical dans notre approche, dans notre interprétation et dans l'analyse des violences policières, en fait, on ne peut pas répondre à cette violence d'État, à cette violence systémique. On a besoin, à un moment donné, d'arrêter de se cacher et de se cacher derrière son petit doigt. En fait, il y a vraiment une nécessité de comprendre de quoi on parle et d'avoir un langage ferme. On n'interdit pas les LBD qu'en manifestation contre les blancs de classe moyenne qui se mobilisent politiquement. On l'interdit tout court. L'arme n'a pas de raison d'être parce que c'est une arme de guerre, etc. Enfin, nous, ce qu'on dit, c'est désarmons la police, et c'est déjà trop faible par rapport à ce qu'on a vu émerger, par exemple, aux USA, avec le slogan « Abolish the police » qui est devenu massif. Alors, en France, c'est difficile parce que la France, c'est le pays qui a inventé la police, littéralement. C'est un pays dont l'histoire politique est structurée autour d'une police étatique nationale, donc c'est compliqué. Mais pour revenir à la gauche, non seulement la gauche est d'une faiblesse absolue, d'une trahison même, et en plus elle ne comprend pas la situation. Alors premièrement, elle est d'une faiblesse absolue. Pourquoi ? Face à l'avancée sécuritaire foudroyante qui se passait ces dernières années, elle est tétanisée, elle est incapable de bouger. L'exemple qui me choque le plus personnellement, récent, c'est la première semaine de décembre 2018, mouvement des Gilets jaunes, répression militarisée des Gilets jaunes, et cette première semaine-là, le moment de bascule politique, les lycéens descendent dans la rue. Ça dure une semaine. Il y a des milliers de lycées qui sont bloqués. Cette semaine-là, il y a évidemment la rafle de Mantes-la-Jolie, c'est-à-dire 150 lycéens qui sont plaqués, humiliés pendant des heures par des policiers armés, goguenards, qui humilient des enfants. Mais il n'y a pas que ça. Toute la semaine, on a recensé là. Il y a quasiment un blessé grave par jour, toute la semaine, et des dizaines de blessés plus ou moins légers. Dont un localement à Béziers. À Béziers, il y a un gamin qui perd un œil, enfin un lycéen. En banlieue parisienne, à Orléans, il y a un lycéen qui a le crâne fracturé par un tir de LBD. Et ça se passe, je dis un par jour, mais c'est sans doute même plus. Donc il y a ça, et il y a, je crois, 2300 arrestations en 5 jours, de lycéens, de mineurs. Il se passe ça, il n'y a pas un syndicat enseignant qui est capable de se mobiliser. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que là, demain, la police peut quasiment rafler, abattre des lycéens sans qu'il y ait le moindre syndicat enseignants de gauche qui soient capables de se mobiliser. Comment les enseignants des lycées concernés ont pu reprendre le travail le lendemain ? Ça se passait devant les établissements, sous leurs yeux. Donc voilà, donc non seulement elle est extrêmement faible, hein, je clôt la parenthèse, mais des exemples comme ça, j'en ai des milliers. Hein, sur le pass sanitaire, au moment de l'état d'urgence antiterroriste, etc., la gauche a toujours été aux abonnés absents quand il fallait. Mais en plus, elle ne comprend pas la situation. C'est-à-dire qu'on entend en permanence des gens de gauche dire qu'il faudrait effectivement une bonne police, que les policiers allemands seraient plus efficaces, qu'il faudrait un bon maintien de l'ordre.
Mais elle ne comprend rien. Nous, on ne veut pas de maintien de l'ordre, puisque c'est un ordre qui est fondamentalement injuste. Maintenir l'ordre. C'est l'expression, on ne peut pas faire plus clair. C'est un ordre qui est en train de dévaster la planète à très courte échéance. Hein. Là, on a quelques années. C'est un ordre qui est raciste, patriarcal, capitaliste. Quel est notre intérêt, nous, de maintenir cet ordre-là? On n'a pas envie de guider pour un bon maintien de l'ordre, ça n'a aucun sens. Et elle ne comprend rien, enfin, je finis là-dessus. Elle ne comprend rien puisqu'on est dans une période de crise généralisée, de spasmes qui vont aller de plus en plus fort, hein, crise sanitaire mais aussi écologique, économique, etc. Et donc la réalité c'est que les gouvernants, ils n'ont aucune intention de lâcher la bride. Aucune. Ils n'ont aucune intention d'écouter les gentils conseils des sociodémocrates pour avoir une police gentille. Là on va vers un durcissement total, surtout si nous on n'est pas capable d'y opposer une résistance globale et une vraie contre-attaque. À présent, ce qu'on peut dire, c'est que l'éventail des personnes directement concernées par les violences d'État, il est immense. C'est les quartiers, évidemment, qui ont été les terrains d'expérimentation. C'est les exilés, on l'a vu encore malheureusement récemment. Ça peut être des supporters, ça a été évidemment dans les manifestations. C'est aujourd'hui même, y compris des infirmières, des enseignants qui se font gazer, des syndicalistes. Voilà, cet éventail, il est immense. Maintenant, au lieu de se faire frapper chacun dans son coin, retrouvons-nous, hein, faisons front. Et on a les connaissances pour ça, c'est-à-dire que ça fait maintenant des années qu'on bosse sur ces sujets, donc on peut se former, on peut transmettre, on peut faire... là on fait des colloques, mais on pourrait faire des formations, on a évoqué ça tout à l'heure avec quelqu'un ici, de faire des formations concrètes où on transmet des savoirs. On a des outils, là on est en train de mettre en place de plus en plus des moyens de contre-enquête avec des utilisations de modélisation 3D, des moyens qui nous permettent de restituer la scène d'un crime ou la scène d'une violence policière et de montrer à la face du monde, à montrer à la société, la prendre à témoin pour dire en fait c'est ça qui s'est passé, vous le voyez devant vos yeux et c'est incontestable parce qu'en plus on mobilise des expertises et des choses, de la contre-enquête en fait, de l'investigation que même les journalistes peuvent faire. On n'a pas besoin d'être expert accrédité par la cour d'appel de je ne sais où pour démonter des versions policières. Donc on a des outils de solidarité, on a des brochures, on a des canaux de diffusion, on a des médias, d'ailleurs t'en es un. Du coup, il y a vraiment un enjeu en fait, il y a un enjeu à resserrer et faire front, quoi.